Les Pistolets sont de retour à quelques jours du Grand Prix du Mexique. On le rappelle, on est sur une séquence de triple header et on garde l'antenne bien sûr pour parler Formule 1 sur First Team Sport. On est ravis de vous retrouver et on va avoir un sacré débat, une belle interview à vous proposer aujourd'hui. À ma gauche, Hamza Rahmani, à ma droite, Brice Germain. Malheureusement, comme à la différence de Paul Amar, je n'ai pas pris les gants de boxe aujourd'hui pour que vous puissiez débattre. Mais tu sais qu'il y a un gars dans les commentaires qui a dit « Ça se voit que Brice déteste Hamza ». Mais ça, c'est faux. Je le vois aussi. C'est faux. Non, mais, l'inverse, c'est peut-être possible. Sois honnête 2 secondes. Et vous êtes fou à ce point-là pour penser que ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble sans pouvoir se blairer. On a fait le choix, comme Alexandre Astier le disait, de pas bosser avec des connards. C'est vrai. On fait le choix de bosser avec les gens qu'on veut. Ça peut donner une information concernant ceux qui ont quitté la France. Non. Ça voulait pas dire ça. Et si vous pensez qu'on... C'était une vanne. On est tous les deux extrêmement différents dans nos sensibilités, mais pour autant, moi, j'ai énormément de respect pour le mec qu'il est. Allez, il va dire pour faire le show que c'est pas le cas à l'inverse, parce que je le connais par cœur. Mais en attendant, non, je ne déteste pas Hamza pour tous ceux qui veulent crever des dramas. Non mais c'est vrai que souvent, moi qui suis une personnalité extérieure à votre duo de choc, souvent non c'est pas ça, c'est que tu sais, genre dans un rôle différent, quand je croise des gens qui me parlent des pistonnets, parfois ils me disent mais Hamza et Brice, genre ils s'aiment vraiment bien. C'est genre oui, c'est vrai qu'ils ont rien à voir, mais t'inquiète pas, ils se complètent quoi, tu vois, c'est à peu près le truc. C'est bien d'en parler, c'est bien ça. Donc les gens en parlent vraiment dehors. Moi ça m'arrive de croiser des gens, ils me disent Hamza et Brice ils s'entendent bien ou ça dépend sur les sujets Formule 1 non, mais sur le reste mais c'est pas vrai en plus. Non mais si vous avez la main. Un peu. Tu veux pas dire quand on dit Jarno Trulli chapeau 3, pardon d'être un peu offusqué. T'as pas envie donc t'as pas envie non, tu le feras pas. C'est comme Norris, tu démordras pas juste pour sur Trulli. Non, mais c'est pas ça. C'est genre on est bien d'accord que quand tu t'enfermes dans un truc parce que tout le monde réagit, ça te plaît de mettre de l'huile sur le feu. T'es ce genre de personne. Donc là, quand il y a un commentaire comme ça et que moi je suis en train de dire aux gens que je t'aime bien, tu vas pas me la rendre. Non, jamais de la vie. Laisse un peu les commentaires. Faut vivre du clic. On vit du clic ici. Non, parce que en fait, faut vraiment savoir que. Attention, là il fait sérieux, mais il va pas l'être. Je vous le dis. Voilà. Je vous dis en fait, il veut faire sérieux pour faire croire que c'est vrai. Non, parce que je le connais par cœur. Avant que tu me coupes grossièrement la parole, j'allais simplement dire que on a 1 euro supplémentaire à chaque commentaire ou à chaque clic. C'est vrai. Donc forcément, nous, ça nous arrange quand on a parfois des commentaires qui n'ont absolument rien à voir. Comme les fameux premiers commentaires, les bots, là. Oui. First, premier. Sinon, on est 1 euro dans la cagnotte. Sinon, on est suivi par de sacrées personnes, hein, si les bots, c'est les vraies personnes. C'est vrai. Votre contenu est incroyable et si rafraîchissant. Et la miniature, tu vois, genre une péripapéticienne en recherche d'activité. Le truc qui est ouf, c'est que ces bots-là s'améliorent de plus en plus parce qu'ils disent votre contenu sur le sport automobile. Tu sais, genre, il y a vraiment un truc qui analyse le contenu pour essayer de faire un commentaire à peu près correct, complètement ruiné par une profile picture indécente, tu vois. C'est vrai. Mais bon. Donc non, on prend pas 1 euro par... En fait, je vais démentir parce que si vous saviez le nombre de cannes à pêche qu'il vous envoie. Vraiment, lui, il est comme ça tout le temps. Il envoie des sardoches. Et il y a 2-3 personnes un peu premier degré. Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça le plus drôle. C'est ça le plus drôle. Et j'aime pas qu'on croit des choses fausses. Toi, t'en as rien à foutre. C'est pas grave. Et c'est la différence de sensibilité. C'est ça. Mais c'est pour ça que les pistonnets règnent sur le monde de sport automobile. Oui, bah voyons, allez, encore plus loin. Tu vois, tu n'acceptes pas le second degré là. C'était du second degré. C'est que quand tu le fais quoi. Tu le maîtrises. Voilà. Les gars, belle émission aujourd'hui, joli mag. On va avoir un débat sur les line-up 2025 et le dernier baquet qui reste à distribuer. Et puis on aura une belle interview aussi également d'Alessandro Giusti qui vit sa 2e saison en FRECA au sein de Hard Grand Prix et qui est rentré dans l'académie Williams. Vous verrez, cet entretien est superbe. Il nous a parlé aussi également du décès d'un de ses proches qui était Diano Vantov en FRECA du côté de Spa l'année dernière et des événements marquants. On prend de ses nouvelles, on vous l'avait présenté il y a 1 an et on en parlera bien sûr avec lui dans quelques instants. Mais tout de suite, on attaque sur le grand débat. On fait le point sur les line-up 2025 et on va se poser la question de qui à côté d'Hülkenberg chez Sauber. Petit jingle. Il s'en est passé des choses dans, j'allais dire l'intersaison, j'allais dire la silly season. Non, dans le marché des transferts, dans le mercato qui a commencé au mois de février dernier. Regardez ce petit habillage, les gars. 2025 va quand même être
une possible révolution. Il y a quand même quelques petits points d'interrogation encore. Je pense au line-up du côté de chez Red Bull et de chez Racing Bull, où ça pourrait bouger. Est-ce que Perez sera à côté de Verstappen? Est-ce que Tsunoda sera toujours chez Racing Bull? Qui à côté de Tsunoda? Bref, ça c'est des points d'interrogation et il faut vraiment être un insider avec énormément d'informations pour y répondre. Je suis même pas sûr qu'on le sache chez Red Bull. Oui, je suis même pas sûr qu'on le sache chez Red Bull, t'as entièrement raison. Regardez ce line-up chez Mercedes. Il y aura Lawson quelque part, mais... C'est quand même extraordinaire. Regardez ce line-up chez Ferrari, c'est extraordinaire. Chez Williams, peut-être l'un des meilleurs line-up de ces dernières années. Peut-être le meilleur line-up, on se posait la question tout à l'heure hors antenne, de l'histoire de Haas avec Berman et Ocon. Et qui, donc, pour rejoindre Nico Hülkenberg chez Sauber pour la dernière année sous l'appellation Sauber avant l'arrivée de chez Audi. Petit tableau, justement, pour récapituler tout ça, vous allez voir, Mattia Binotto a parlé de beaucoup de choses dans la presse, a un peu dit tout et son contraire, mais on se concentre sur les différentes hypothèses qui ressortent, en tout cas, ces dernières semaines, ces derniers jours, avec 3 questions déjà pour commencer. Sur le profil de celui qui accompagnera Nico Hülkenberg. Est-ce que Sauber va essayer de privilégier l'expérience ou la jeunesse? Est-ce qu'on sera dans la continuité en prolongeant par exemple Guan Yu Zhou ou Valtteri Bottas? Est-ce qu'on fera appel à la fameuse filière ou est-ce qu'on ira chercher une solution interne? Et puis le troisième point me paraît quand même assez important, c'est la question de l'apport financier, parce que on va en parler tout à l'heure, Colapinto nous plaît ces derniers temps, mais Colapinto arrive quand même avec des valises de billets du côté de chez Williams. Alors c'est pas à lui, mais c'est les sponsors qui le ramènent avec lui. Et on sait, la question de l'argent peut avoir son importance aussi au moment de nommer notamment un pilote. Les questions pour rentrer dans le détail, les gars, vous donnez les dernières informations. Est-ce que Bottas mérite de rester, puisque apparemment Bottas tiendrait toujours la corde ou aurait une chance de garder son baquet chez Sauber? Est-ce que Mick Schumacher, est-ce que vous souhaitez voir revenir Mick Schumacher en Formule 1? Non. Est-ce que Théo Pourchaire ou Gabriel Bortoleto pourrait être justement l'un des 2 rookies à rejoindre ce projet? Et puis je me suis permis un petit trait d'humour, mais donner un baquet à Colapinto après ce qu'il nous a proposé. Les anciens et les plus fidèles d'entre vous auront bien sûr le comment dirais-je, le trait d'union avec ce qu'on a pu dire. T'as pas mis Logan Sargent? J'ai pas mis Logan Sargent. C'est vrai que les valises de billets, mais ça rentre dans le 3e point du tableau du dessus. Les gars, à qui le dernier baquet 2025? Qui, pour rentrer dans cette Sauber, qui vous voulez voir? Quel serait le choix le plus pragmatique, voire le plus romantique? Avant le choix, moi, j'aimerais parler de profil. Ouais. C'est déjà le premier point. Je pense qu'aujourd'hui, à côté de Nico Hülkenberg, qui est un pilote d'expérience, un pilote fiable, un pilote rapide, avoir Bottas, ça n'a aucun intérêt. Ah ouais? Même dans une monoplace autant en difficulté? Bah justement, avoir Guan Yu Zhou, ça n'a aucun intérêt. Okay. Sur une monoplace qui potentiellement est amenée à faire une saison en fond de grille, et potentiellement, là, je ne sais pas encore la politique Sauber, que sera cette politique vis-à-vis de l'arrivée d'Audi en 2026, mais potentiellement on peut avoir une écurie qui apporte 0 évolution, qui se concentre totalement dès début 2025 sur 2026, et ce serait logique. Quel est l'intérêt de garder un Bottas qui va faire une 10e, une 15e saison en Formule 1? Quel est l'intérêt d'avoir Guan Yu Zhou qui a eu ses 3 ans et qui n'a pas été performant? En fait, c'est mal une aidé opportunité. par la monoplace aussi, mais... Oui, parce qu'il fait une première année plutôt intéressante, mais derrière, il y a des erreurs, et puis oui, il y a la monoplace, mais... Mis à part son premier Grand Prix, il n'y a pas de fait marquant, il n'y a pas de coup d'éclat. Cette saison, c'est compliqué de le juger. Mais ensuite, Sauber, il n'y a rien tout court. T'arrives à un stade où, en fait, c'est l'opportunité parfaite pour lancer un jeune, lui donner de l'expérience sans avoir la pression du résultat. Et ce qui peut permettre aussi à Audi d'avoir un visu sur ce que ce jeune pilote peut apporter. Tu peux même aller, scénario un peu extrême, tu offres 6 mois à un jeune pilote, 6 mois à un autre jeune pilote, et tu vois. Parce que là, moi, je partirais évidemment sur ce jeune pilote, et quand tu prends les jeunes pilotes, il y a plein de possibilités, évidemment. Moi, la solution naturelle aujourd'hui, la solution de facilité, ce serait Colapinto parce qu'il performe aujourd'hui. Mais, et je le dis pas parce que c'est un Français ou parce que on a pu faire des trucs avec lui, mais enfin, Sauber a financé la formation de Théo Pourchaire. T'as un jeune pilote qui est aujourd'hui ton pilote dans ton académie, qui a remporté le titre en F2. Qui a été patent. Et aujourd'hui... On rappelle que Colapinto a été mis chez Williams
parce que c'est l'académie. Hein. Bah oui, mais bien sûr, ça aurait été Brice Germain, on aurait mis Brice Germain en fait. C'est aussi ce qu'il faut comprendre. Et on arrive à un stade en fait où aujourd'hui, Colapinto a eu sa chance. Assez d'argent. Il a tout de suite performé. Ouais. Liam Lawson a eu sa chance. Il a performé. Oscar Piastri a eu sa chance. Il a performé. Oli Berman a eu sa chance. Il a performé. Un jeune pilote, quand tu lui donnes sa chance, tu lui offres la possibilité de se montrer. Si tu lui offres cette chance et qu'il ne se montre pas, c'est lui le responsable. Merci, au revoir. Mais offre-lui cette possibilité. Théo Pourchaire, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il pourrait valoir en Formule 1. Si tu lui donnes les 6 mois ou l'année et qu'il ne performe pas et que tu es transparent avec lui, écoute Théo, aujourd'hui on te met parce que tu es un jeune pilote, champion F2, tu es un pilote sur lequel on veut compter, on veut s'appuyer, mais aujourd'hui il y a trop d'inconnus autour de toi. 2025, ce sera une saison inutile pour nous d'un point de vue sportif, d'un point de vue évolution. On va te donner cette chance. Maintenant, contrairement à ce que l'on a pu entendre par le passé, la politique un peu de France Toast, concrètement tu vas avoir 6 mois. Voilà, tu as 6 mois pour nous montrer que... Dur. Mais bien sûr, mais moi je pense que Théo, si tu lui dis t'as 6 mois pour performer en Formule 1 ou rien, il les prend les 6 mois. N'importe quel autre pilote, il les prendrait ces 6 mois. Même Franco Colapinto qui a prouvé, si tu lui dis pilote réserve Williams 2025 ou 6 mois chez Sauber, et encore une fois je suis vraiment sur l'exemple extrême, il ira. Donc, offre-toi une possibilité de construire ton line-up 2026 chez Audi. Sainz tu l'auras pas, c'est terminé. Donc maintenant, qui est à côté de Nico Hülkenberg, les pilotes si tu veux un peu intermédiaire entre les jeunes et les expérimentés, il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai. Carlos Sainz, tu ne l'as pas. Esteban Ocon, tu ne l'as pas. Pierre Gasly, éventuellement, si 2026, il quitte Alpine. Mais en fait, ces pilotes-là, un peu intermédiaires entre 18-25 et 32 et 42 pour Alonso, qui ont cette expérience, qui ont ce rapport aussi à la vitesse, il n'y en a pas beaucoup. Donc au final, tu n'as aucun risque à prendre à mettre un jeune pilote. Et ensuite, sur l'identité, on y viendra dans un second temps. Moi, si je peux me permettre, je te donne la parole tout de suite, Brice. Est-ce que le cas Sauber est pas particulier par rapport à toutes les comparaisons justement que tu viens de faire? Le premier exemple, et je te laisse tout de suite la main, parce que c'est à toi de développer tout ça. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est Haas 2020, où la voiture est une charrette, où on met deux rookies. Un peut-être un peu plus compétent que l'autre, et on voit que ça les a pas aidés. Mick Schumacher, c'était un bon pilote, les gars, quand même. Ok. Non mais bien sûr c'est un bon pilote. Non mais il faut. Mais bien sûr, mais enfin. On compare ce qu'on peut comparer quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est voilà. On se rappelle que ça avait pas été un cadeau de leur offrir cette F2 sur 20 comme on l'avait noté à l'époque. Et est-ce que pareil, tu vois, dans le côté instable, c'est-à-dire on va mettre un pilote sur 6 mois et on va mettre un deuxième pilote sur 6 mois. Est-ce que tu peux vraiment? Non mais c'est une idée extrême. Encore une fois, logiquement, t'installes un pilote 1 an. Bien sûr. Et encore, c'est faible. Mais c'est la politique Red Bull, hein. En fait, la politique Red Bull, je la trouve payante là en ce moment, d'essayer de voir, tu sais, pour se positionner. Parce qu'en fait, ils ont bien rendu compte que se bloquer avec Pérez bloquait leur filière. Là, ils sont en train de libérer leur filière en faisant ça. S'ils s'assurent ça, en fait, ils testent Tsunoda et Lawson ensemble pendant un temps. S'il n'y en a aucun des deux qui est performant, visiblement, Ricciardo retournera chez Red Bull. On virera l'un des deux pour peut-être faire monter Hadjar, ou alors on fera une saison complète Tsunoda Lawson. Mais pour moi, on est en train de tester les deux pour savoir qui est capable d'aller dans le baquet, et si personne n'est capable, je pense que Pérez saute quand même, parce que Pérez ne remplit pas les clauses de son contrat, qui est d'être à moins du double d'écart, enfin ouais, c'est ça, moins de 50% d'écart de points avec Verstappen. Aujourd'hui, il l'aime avec le Norris, Pérez. Bref, je suis d'accord avec Hamza, et je trouve effectivement, tu as raison Manu, que le bémol à ce que propose Hamza, c'est effectivement le cas Haas et du coup le cas Sauber. Tous les pilotes que tu as mentionnés avaient une monoplace qui permettait à minima de voir quelque chose. Même la Haas. Enfin, Berman a pu s'exprimer sur la Haas, à son niveau certes, mais a pu s'exprimer. Aujourd'hui... Tu parles de nous, voir quelque chose, nous, le grand public. Mais à l'intérieur, ils ont forcément des data. Ils connaissent le potentiel de la voiture. Ils savent que une monoplace qui est destinée à faire 19-20 toute la saison, il pourra pas l'amener en Q3. Donc tu pourras pas juger un Théo Pourchaire, un Franco Colapinto, un Maloney, qui tu veux. Est-ce que faire 19e par rapport à ton coéquipier toute la saison est un réel indicateur, sachant que tu n'auras pas eu de bataille en piste réellement, certainement, que tu auras fait de la parade. Mais la progression par rapport à Hülkenberg aussi, et puis ça peut permettre d'apprentissage. Si le premier GP, t'es à 4 dixièmes en qualif, et tu termines la saison
où tu es à touche-touche avec ton coéquipier, c'est qu'il y a une progression nécessaire. Il dépasse Verstappen. Oui, parce qu'il a la quand même un truc, tu vois. Mais parce qu'il a la possibilité, parce qu'il a cette monoplace. Mais Sauber, c'est pas ce cas. Et t'as raison. Et c'est bien pour ça aussi qu'on a pris autant de temps pour juger Russell. Parce que la Williams, au début, quand il fait équipe avec Kubica, tu vois, c'est... Qui termine derrière Kubica sur une saison. C'est vrai. Ah oui, c'est oui. parce qu'il il termine devant sur toute la saison. Il y a une course où Kubica il termine devant, il met le fameux point en Allemagne. Ah non, il met des points ou pas? Il met un point. Kubica met un point où il termine 11. Il est pas déclassé. Il termine 11 au Hockenheim 2019, il met un point. Oui, mais je crois parce que Russell est déclassé, je crois. Non, il y a pas une histoire comme ça. Je crois qu'il y en a un qui est déclassé. Mais bref. Et du coup, oui, dans tous les cas, il finit haut et il prend l'avantage sur Russell. Mais bref. Par contre, du coup, je mettais juste le bémol là et je suis d'accord avec Manu à ce niveau-là, que c'est un peu difficile de juger par rapport à une Sauber qui est catastrophique. Par contre, je te rejoins complètement sur le fait de dire que quand tu signes Hülkenberg, t'envoies un message. Normalement, quand tu as une écurie de fond de grille à l'heure actuelle, c'est mon pilote d'expérience, c'est mon pilote de développement, c'est mon pilote qui va construire l'équipe en termes d'avancée sur la monoplace. Et du coup, effectivement, je ne vois pas l'intérêt de mettre un Valtteri Bottas qui, en plus de ça, n'a pas vraiment fait progresser Sauber. Encore une fois, on ne sait pas le retour technique qu'il a, mais apparemment, il était bon selon Toto. Toto ou Vasseur, je sais plus. Mais en l'occurrence, ça sert à rien d'avoir les deux comme ça. Au contraire, il faut amener une fougue, il faut amener quelque chose, il faut amener un mec qui a les dents qui raye le parquet. Ce qui se passe avec Colapinto, ce qui se passe avec Lawson, on le voit, ça apporte un flux quand même, quelque chose de différent qui apporte. Maintenant, la question, c'est quel nom, effectivement. Et là, il y a quand même plusieurs esprits qui vont venir se rencontrer. Colapinto, il a la chance d'être au bon endroit au bon moment, puisqu'on vire Sargent. Au championnat F2, il n'a jamais fait des merveilles. Sargent ou Colapinto? Colapinto. Il est au sein d'une monoplace compliquée. Aujourd'hui, encore, bien sûr. Il a fait une demi-saison, il est devant son coéquipier au championnat du monde. Au championnat, pardon. Mais les gens qui regardent Flash Résultats, bien sûr. Mais n'ont pas vu un crack bien placé. Mais parce qu'il n'a pas eu ne respecte pas. C'est pour ça que j'ai dit les gens Flash Résultats. Ne respecte pas la hiérarchie, je veux dire, ceux qui luttent pour le titre comme Bortoleto ou Isaac. Point très important, Colapinto, c'est un rookie en F2 déjà. C'est sa première saison en Formule 2. Comme Bortoleto. Tu vois, si tu veux comparer, t'as un Bortoleto qui quand même montre plus de choses en F2 que Colapinto. Parce qu'il a la monoplace. Enfin, parce qu'il a, il peut aussi se battre. Dictat, c'est pas, c'est ni une préma, ni, Si tu veux qu'on reparte sur la saison F2, on a déjà parlé de la complexité, les nouveaux règles, les nouvelles monoplaces. Tout ça pour dire que Colapinto, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, prouver en F2 ne veut plus rien dire par rapport à prouver sur 3-4 courses en F1. Oui, c'est vrai. Et que ce que Colapinto montre, je rappelle quand même qu'on met, tu mets Alex Albon, chapeau 1 l'année dernière quand on fait l'émission des chapeaux. Tout à fait. Je suis pas en train de dire que Hamza avait tort, je suis en train de dire rendez-vous compte de ce que fait Colapinto vis-à-vis d'Alex Albon. Après, encore une fois, Alex Albon, il est là depuis longtemps, peut-être qu'il est justement moins dans ce côté 150% sous le temps, etc. Mais Colapinto, il apporte une froideur, Colapinto, il apporte des performances, des résultats, ce que n'a jamais amené Logan Sargent. On s'attendait même pas à ce que Colapinto performe, on s'attendait à ce qu'il casse pas des voitures, déjà. Et non seulement il casse pas des voitures, mais en plus il ramène des points. Il a ramené des valises, mais il ramène des points. Il ramène des valises de points en plus. Ça, c'est au début, c'était Colapinto ramène de l'argent, c'est ce pourquoi il est aujourd'hui en Formule 1. Il ramène des points là. Aujourd'hui, Colapinto, c'est pas pareil. Il a prouvé. Bien sûr. Lawson, il a sa place aujourd'hui. Donc, Lawson, il a prouvé. Donc, pour moi, aujourd'hui, si je suis Sauber, je mise sur un pilote qui a déjà montré en F1, mais qui est extrêmement jeune. En l'occurrence, ça n'avantage pas Théo, ça n'avantage pas Drugovich, ça n'avantage pas Bortoleto. Mais de ce que me montrent Lawson et Colapinto, ils me montrent quelque chose qui est pour moi crucial et que j'expliquais juste avant. Ils ont su performer en F1 sans avoir extrêmement performé en F2. Et en fait, à l'arrivée, c'est ça dont on a besoin. C'est-à-dire, si t'es champion de F2, mais que derrière, comme Nick De Vries, tu n'y arrives pas en F1, on s'en fout, on n'a pas besoin de toi, du coup. Après, De Vries, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier, mais... oui, mais en attendant, chez Racing Bull, il n'y a plus personne. C'est un contexte particulier parce qu'il faut quand même dire que partout où est passé, il nous l'avait dit dans les pistonnets, partout où est passé Nick De Vries, il a gagné quand même. Mais sauf en F1. Oui, bien sûr. En même temps, dans un contexte c'est une catégorie particulière. C'est pour ça que tu peux ne pas t'adapter, tu peux avoir une pression médiatique qui ne te va pas. Compliqué. Tout le monde ne le voulait pas. C'est pour ça que même pour Lawson. C'est pour ça que je voulais insister, les gars, sur le contexte et sur le projet quelque part Sauber et sur le contexte aussi de cette année 2025 parce que
il va arriver, enfin, le prochain pilote qui fera équipe avec Nico Hülkenberg va arriver chez Sauber, Audi, qui deviendra Audi en 2026 et qui sera géré d'ailleurs par Audi en 2025, parce que Mattia Binotto prendra vraiment ses quartiers généraux. Est-ce que justement, ce qu'on dit, l'adage que tous les patrons, directeurs d'écurie nous ont dit dans les pistonnets depuis qu'on a créé cette émission, tout le monde nous a dit le line-up idéal, un mec d'expérience, un jeune loup. Et les deux, il y a une émulation, il se passe quelque chose, etc. En vue du développement de la voiture de 2026, il y aura du simulateur, il y aura du feedback technique qui sera fait à l'usine directement, pas forcément sur la piste, en tout cas en 2025. Au vu des difficultés que va avoir cette Sauber l'année prochaine, de la panade même dans laquelle ils vont être, est-ce qu'il ne peut pas y avoir la tentation, justement, et je vous relance là-dessus, je sais que vous avez répondu, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir la tentation, au vu de ce contexte, de mettre 2 pilotes expérimentés? Mais je vois pas l'intérêt. Pour préparer justement la suite. C'est juste une question d'intérêt. Soit tu te dis... En mode, il y a un intérêt, c'était en haut de grille. J'allais te dire, mais oui, c'est ça. J'allais te dire, Bottas, à la limite, tu te le gardes et tu te dis, Bottas sera le pilote avec Hülkenberg pour 2026. Donc là, tu le gardes 2025 et tu fais 2026. Mais même ça, je vois pas l'intérêt. Et puis si tu performes, tu vas reprendre Bottas, t'inquiète pas, il va venir. Mais mettre, je te dis une bêtise, peut-être que je suis dans l'erreur, mais mettre un rookie dans cette auto aussi, à partir de janvier, toutes les écuries vont être tournées, non pas sur le développement de la voiture de 2025, mais sur le développement, la création, la construction de celle de 2026. Justement. Et ben à ce moment-là, tu mets Théo. Mais comment non, mais pour moi, c'est une force en fait pour un jeune pilote. Ça veut dire que t'as pas de pression de résultat. T'as un an pour apprendre la course en Formule 1 en fait, tout simplement. Oui, mais la synergie d'une équipe, elle va être tournée vers l'avenir. Et quelque part, ce qu'on attendra aussi du pilote qui est recruté, c'est de co-construire, d'aider à la construction de cette voiture de 2026. Non, on va compter sur Hülkenberg pour ça davantage. Du coup, si tu, mais lui, on pourra prendre en avis son avis. Après, je sais pas, 6 mois peut-être, ou 8 mois, ou quand lui se sentira totalement à l'aise avec l'environnement F1, la monoplace F1, là on pourra prendre en compte son avis. S'il y a bien un truc qu'on a vu sur les dernières années, c'est l'importance de l'adaptation à la monoplace. Elles sont toutes extrêmement différentes à piloter, et parfois un changement d'écurie, et Daniel Ricciardo sera le premier à le dire, ne convient pas et fait basculer ta carrière dans le négatif ou dans le positif. Si à ce moment-là, tu as besoin d'expérience, que tu vas jouer le fond de grille, et que tu as besoin d'absolument le maximum de ressources pour développer cette monoplace, le choix idoine, et alors là, vraiment, c'est de la pure logique, et je parle pas cocorico, c'est Théo. Parce que tu vas amener un jeune loup Caffin, et tu vas amener un mec qui est dans la maison depuis longtemps, et qui bosse sur le développement de cette monoplace depuis 3 ans. Et que t'as formé. T'as financé sa carrière. De millions. Et là, vraiment, je suis hors cocorico, je tiens à le dire. C'est vraiment le côté, mais si tu veux tout ce package-là, tu mets Théo. Et si c'est pas Théo, bah tu dis Zayn Maloney, sauf que lui, je crois, il a verrouillé son avenir en Formule 2 la saison prochaine. Mais du coup, la logique, c'est de prendre un pilote en académie. À quoi sert l'académie ? Bah oui, voilà. Mais du coup, Colapinto, s'il performe, est-ce qu'on peut pas se dire que c'est parce qu'il a fait du simu chez Williams depuis tant de temps et que la monoplace, il s'en accorde beaucoup mieux. T'as raison. C'est possible aussi. Piastri, il signe chez McLaren. On sait pas combien de temps il a fait de simu, j'en sais rien. Hein. Mais combien de temps il a fait de simu avant ? Norris, on le sait par exemple. Norris, il a blindé le simu. Alors, après, il y a beaucoup les autres cas. Mick Schumacher. Non, tu sais quoi, restons. Tu veux rester là-dessus ? Ouais, je reste parce que justement, c'est intéressant qu'on s'arrête un petit peu sur Théo. Mattia Binotto en a parlé. Il a donné une interview à Autosport, c'était après Monza. Il était présent à Monza avec Théo Pourchaire d'ailleurs qui avait fait le déplacement. Et voilà ce qu'il dit, Mattia Binotto. Théo Pourchaire est notre pilote de réserve actuel et fait déjà partie de la famille et il ne fait aucun doute qu'il est sur notre liste. Gabriel Bortoleto se débrouille très bien en F2. Il a montré qu'il avait un grand talent. Nous étudions ce qu'il fait comme nous étudions beaucoup d'autres. Je ne vois pas que ce soit non, il y a un truc qui va pas. Le seul nom sur lequel je ne crois pas, t'as raison, que ce soit le seul nom sur lequel nous concentrons notre attention, je vais y arriver. Il y a donc beaucoup de noms sur la liste, un grand potentiel, une grande expertise, une grande expérience. Encore une fois, il s'agit de savoir ce qui est le plus important pour nous à court, moyen et long terme. Mais tu te maries pas avec ton pilote là. Hein. Mais vous y croyez ? En fait, l'hypothèse Théo Pourchaire, parce que c'est marrant, en fait, on l'avait complètement abandonné ce truc-là. La saison commence, Zayn Maloney rentre dans le giron Sauber. Rappelle-toi, on s'était dit, mince, c'est un camouflet pour Théo qui part en plus à ce moment-là au Japon, puis aux États-Unis. Bon, avec les péripéties malheureusement qu'il a connues. Et d'un coup d'un seul, on voit Théo Pourchaire arriver à Monza, on voit Mattia Binotto faire des déclarations dans la presse. Est-ce qu'on y croit vraiment à cette hypothèse ? On a envie de le voir, et vous l'avez expliqué, et pas que pour des raisons cocorico, mais d'un point de vue pragmatique, si on se met à la place de Mattia Binotto, est-ce qu'il a une réelle chance, Théo Pourchaire, selon vous, d'être dans la Sauber ? Tout dépend quelles sont les motivations de Mattia Binotto. Si Sauber avait besoin d'argent, non. Mais en l'occurrence, 2025, c'est full Audi. Hein. Il y a pas le nom.
mais c'est full Audi. Ce sera leur gars. Est-ce qu'on peut considérer que le groupe Volkswagen a besoin d'argent? Oui, vu ce qu'ils ont à payer comme dette par rapport au Dieselgate, soit. Mais ils ont pas besoin des 4 millions de Colapinto, c'est ça que je veux dire. Je pense qu'ils ont besoin de briller. Du coup, Théo, pour briller, est-il un bon choix? Je sais pas, parce que personne peut le savoir. Personne, voilà. Mais du coup, Bottas pour briller, quand même. à l'heure actuelle, t'es quand même sûr que c'est pas un bon choix. Dans la next-gen, il a certaines garanties quand même, Théo. Bah, il a un palmarès. Oui, mais il a un palmarès. De palmarès. Sauf qu'on ne sait pas, en fait, tu lui donnes pas sa chance en F1, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais il y en a un, par exemple, Colapinto, qui n'était sur aucune tablette avant de marquer des points en Formule 1 quand Logan Sargent mettait des voitures dans le mur. Aujourd'hui, le meilleur CV que tu peux avoir, c'est d'avoir déjà roulé dans ces monoplaces-là et de te montrer. Et c'est exactement pareil que quand tu veux un appart, on te demande d'avoir un travail. Mais quand tu veux un travail, on te demande d'avoir un appart parce que t'as pas de compte bancaire quand tu débarques dans un nouveau pays. Donc, encore une fois, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pris le risque, et qui de mieux que pour prendre le risque qu'une écurie qui va mourir sur un nouveau projet totalement, sur une année qui ne vaut rien, c'est quand même le moment de prendre un risque, je veux dire. Donc, du coup, alors, ça dépend où tu mets ta prio, mais pour moi, les deux qui seraient les plus logiques à prétendre à ce baquet, c'est Théo parce que l'académie et l'expérience du simulateur pour développer cette monoplace en vue d'Audi, ou c'est Colapinto parce qu'il n'a pas de baquet et il monte des trucs incroyables depuis 4 Grands Prix. Et Bortoleto, par contre, vous l'avez effacé des tablettes. Bortoleto, s'il y en a sur la liste d'attente, Bortoleto, il doit rentrer aussi sur la liste d'attente. Il est très performant. Ce qui montre, il me séduit vraiment sur ce que je vois en Formule 2. Encore une fois, c'est un rookie qui joue pour... Mais c'est pareil, c'est un... Alors déjà, en plus, avec Colapinto et Bortoleto, le fait que ce soit Bortoleto, pilote McLaren, Colapinto, pilote Williams, c'est quand même un risque dans le sens où tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait aussi sur la période des transferts. Norris, qui claque la porte de McLaren à cause de la gestion Piastri, il va falloir mettre un pilote. Quant à Bortoleto, j'imagine que McLaren, le plan, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur, c'est peut-être de promouvoir Bortoleto. Je pense que McLaren va blinder Bortoleto parce que Norris, c'est vraiment pas sûr quand même. Mais bien sûr, et pareil pour Williams. Si demain Carlos Sainz estime que... Enfin, si demain il y a, paraît-il, on sait pas encore ce qui est vrai, ce qui est faux, s'il y a une clause dans son contrat qui lui dit 2026, il y a un top team qui arrive, un des 3 premiers au championnat du monde, on ne pourra pas te retenir. Si tu veux y aller, tu déclenches la clause, c'est terminé. Williams devra aussi mettre un pilote à la place de Carlos Sainz. Donc, tu pars à la fois sur un moyen long terme avec un jeune pilote, mais à la fois potentiellement du jour au lendemain, ton projet avec ce jeune pilote s'arrête net parce que tu n'as pas la main sur son contrat. Donc c'est pour ces raisons-là aussi que je te dis qu'un Théo Pourchaire qui est lui un enfant de ton académie t'offre davantage de garanties de stabilité. Voilà, de performance on n'en sait rien, mais de stabilité. Maintenant, sur l'aspect performance, Colapinto a prouvé ce que Pourchaire n'a pas pu prouver, ce que Bortoleto n'a pas pu prouver. Mais encore une fois, ce qui est fou, c'est qu'il a pu prouver par un concours de circonstances qui lui donne l'opportunité. Mais du coup, Lawson, c'est pareil. Mais t'as toujours l'impression que c'est un concours de circonstances qui donne l'opportunité et pas un choix où on croit en. Parce que la Formule 1, c'est bizarre. Encore une fois, il y a un paradoxe. Ils sont de plus en plus préparés et certains sont de plus en plus performants tout de suite. Et pour autant, c'est pas forcément ceux qui sont, encore une fois, dans l'analyse du résultat, ceux qui ont gagné le championnat. Et tu prends 7-8 ans en arrière, ceux qui avaient gagné le championnat, les Pierre Gasly, les Charles Leclerc... Parce qu'on les voit plus aussi, ceux qui ont gagné le championnat. Drogovic n'est pas monté, Théo Pourchaire n'est pas monté. Oui, mais pourquoi on les voit pas? Déjà parce que le temps de présence en Formule 1 s'allonge. On a un mec qui a 42 ans, ça ne se voyait pas. En tout cas, tu prenais la retraite à 35 ans, moins pour ceux qui sont champions en 2016. Mais là, maintenant que ta présence en Formule 1 s'allonge, et des nouveaux pilotes, et surtout des pilotes du coup qui sont dans le entre guillemets haut de classement de la F2 et qui toquent aux portes, et des pilotes d'académie, il y en a une chier par an, il y en a 5-6 de nouveaux par an. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont rester sur le carreau. Mais du coup, il faudrait peut-être être moins tolérant avec des vieilles gloires, et même je pense à Kimi, tu vois, il faudrait être moins tolérant avec des vieilles gloires qui sont là par leur palmarès, parce qu'ils amènent au niveau marketing, parce que derrière ça bouge des carrières, et surtout moi quand je vois ce que fait Colapinto, quand je vois ce que fait Lawson, je suis presque pas en train de me dire que ces mecs là sont incroyables, je suis presque en train de me dire, les gars, est-ce qu'on s'est pas endormi sur le niveau actuel des pilotes en Formule 1 de certains en tout cas. Quand tu vois comment Piastri performe d'un coup, comment le Berman performe d'un coup, Lawson, Colapinto, je veux bien que ce soit 4 cracks absolus et futurs champions du monde, ça se trouve, tu vois. Bon, la probabilité pour que ce soit 4 cracks, on est d'accord. C'est très faible. Ce que je me dis, c'est qu'en fait, est-ce qu'on s'est pas endormi sur le niveau de certains? Mais bon, et Bottas, il fait des TikTok. Non, des calendriers. Il y a les gars. Les TikTok, tu sais, les TikTok Sauber, là, les Instagram, les posts.
Cuir moustache, là, machin. Bah, mettez 3e pilote. C'est drôle, hein. Moi, ça me fait marrer. Je suis le premier à rigoler à la rivière. Ça me fait moins marrer quand je le vois 23e au championnat du monde alors qu'il est vice-champion du monde à la base. On va parler du cabotage pour conclure tout ça, mais il y a un nom dont on n'a pas parlé, les gars. Enfin, t'as commencé à l'évoquer justement. Et mine de rien, il y a en Formule 1 un aspect qui est très important, c'est le marketing. Non mais c'est vrai, tu l'as dit, Audi va vraiment prendre ses quartiers, on va dire, au sein du giron Sauber à partir de l'année prochaine. Et le nom de Mick Schumacher, si je vous entends les gars, entre guillemets un jeune pilote et un pilote expérimenté, en plus, si les deux pouvaient être allemands, ça pourrait, je pense, aider Audi. Et si tu pouvais mettre un nom Schumacher sur une carrosserie Audi, c'est quelque chose le marketing a quand même son importance en Formule 1. On va pas faire dans la pudeur de gazelle. Mattia Binotto s'exprimait justement au Corriere della Sera. C'était le 10 octobre dernier. Il dit, nous sommes en train de l'évaluer. Je le connais depuis longtemps. Je connais ses forces et ses avantages. Il fait partie des noms que l'on a en tête. C'est vrai. Les noms en tête. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde peut y aller. D'ailleurs, j'attends le coup de fil. Mattia, tu me connais aussi. Moi j'en ai eu un avant-hier. Non mais il m'a dit que plus moi que toi c'était pas le permis. C'est logique. T'avais pas le permis. Voilà, c'est ça. C'est chiant pour la licence. Non mais et Hamza c'est trop problématique au niveau média dev. Mattia Binotto a très bien connu Michael Schumacher. Mattia Binotto a eu Mick Schumacher aussi également dans le giron de la Ferrari Driver Academy. L'importance du nom Schumacher, le marketing comme je viens de vous l'expliquer. Est-ce que la question est double en fait. C'est est-ce que avec toutes ces raisons-là, on peut retrouver Mick Schumacher dans la voiture. Et la question qui va un petit peu plus loin que je vous pose directement, est-ce que Mick Schumacher mérite une deuxième chance en Formule 1 ? Bah, sa première chance, moi, j'ai pas envie qu'on retienne que l'année avec Mazepin ou que l'année avec Magnussen. Ouais. Et en fait, c'est vrai que dans tous les cas, évaluer Mick Schumacher, c'est compliqué parce qu'il a 2 années très spéciales au volant. Il y a une année où il poutre un gars qui du coup était un peu un ovni dans le monde de la Formule 1 qui était Nikita Mazepin, et il y a une année où il se fait poutrer par un gars qui se refait poutrer derrière par Hülkenberg, et encore que c'est moins le cas cette année, un poil moins le cas sur certains exercices de course. Il est difficile à évaluer. Après, les coups d'éclat de Mick Schumacher, même, enfin, moi déjà, j'ai pas aimé la saison de F2 où il est champion. J'ai trouvé que c'était très fébrile. Est-ce qu'il mérite une deuxième chance ? Sous-entendre qu'on a appuyé sur un petit bouton qui donnerait plus de performance moteur. Non. Comme on fait avec Durksen, tu sais. Pas toi, quand même. Mais moi, je dis juste que Mick Schumacher, aujourd'hui, oui, il a eu sa chance. Il a eu 2 ans. Mais en même temps, quelle est la qualité de ces 2 ans ? Quelle est la qualité d'un projet de 2 ans à ce niveau-là ? Je ne sais pas. Maintenant, j'ai peur, effectivement, que par le nom, par le copinage, par le marketing, il puisse avoir plus de chances que les autres vis-à-vis des performances réelles. Quand Mattia Binotto dit « nous sommes en train de l'évaluer », j'espère vraiment que ce sont des données. Alors moi, je vous donne une info, les gars. Et pas des études marketing. Je vous donne une info. Vous savez que on n'a pas toujours eu des bonnes relations avec l'écurie Formule 1 Alpine, mais il se trouve qu'on a de bonnes relations avec l'écurie Alpine en endurance. Et on m'a dit, il y a une semaine tout juste, on m'a dit on fait le forcing pour en faire le pilier de notre projet endurance à l'avenir. Ça, c'est très bien. Exactement. Victor Martins, d'ailleurs, sera en essai. Petite parenthèse là-dessus. Victor Martins sera en essai sur la 424, là, dans les jours à venir. Théo Pourchaire fera un essai aussi également sur la Peugeot. Donc, Théo Pourchaire, s'il n'y a pas la Formule 1, on pourrait le retrouver en WEC l'année prochaine. Ouais, tout à fait. Ce sera dans les Rookie Days. Ce sera dans les Rookie Days. Et on m'a dit, donc, grosso modo, qu'il y avait une piste en Formule 1 qui était très, très chaude, qu'on espère chez Alpine pouvoir le retenir, mais que l'esprit de Mick Schumacher est full tourné vers la Formule 1. Ça nous étonne absolument pas. Mais que chez Alpine, on est un peu, grosso modo, on est prêt à lui faire un pont d'or. On a mis Nicolas Lapierre en directeur sportif de l'écurie, qui est le poisson pilote un petit peu de Mick Schumacher dans son intégration chez Alpine. On fait tout pour que Mick Schumacher reste, mais on commence à se dire que ça va être compliqué. Donc si on se dit ça, c'est qu'il y a peut-être une grande chance de le retrouver chez Sauber. Oui, mais encore une fois, moi dans mes 2 cases de recrutement, c'est soit il vient de ton académie et il a bossé la voiture et il connaît l'environnement et du coup il est à l'aise pour performer, soit il a montré quelque chose en Formule 1. Mick Schumacher ne rentre pas dans ces 2 cases. Mick Schumacher connaît bien la Suisse. Hein. Mais à ce moment-là, tu recrutes le voisin, quoi. Tu vois. Non, mais franchement, il va venir vite au bureau. Non. Mais mes critères de recrutement, c'est pas ceux-là. Et encore une fois, je suis pas en train de dire que Mick Schumacher est pété. Je suis en train de te dire que Mick Schumacher a eu une chance
dans une monoplace qui lui a pas donné de chance de s'exprimer. Mais au-delà de ça, est-ce que du coup, on va faire une Ricciardo tout le temps, à faire des deuxièmes et des troisièmes chances parce que il y a trop de monde pour se permettre d'avoir des deuxièmes et des troisièmes chances. T'as pas de deuxième chance en Formule 1. Il y a trop de monde derrière. Oh, ils sont combien à attendre? Et surtout, en fait, il y en a qu'on pensait même pas attendre, qui performent de ouf. Donc, il y a un moment, moi, je suis d'avis de professionnaliser la F2, mais ça, c'est mon avis, encore une fois. Mais par contre, tant que c'est pas le cas, je trouve que donner la chance au maximum de monde possible, c'est une chose. Par contre, d'un point de vue pragmatique, parce que ce que je dis est utopiste, t'as quand même un gars à l'heure actuelle que tu ne pensais pas pouvoir, qui va pas être retenu par Williams normalement, parce que t'as Sainz et Albon qui sont là, qui performent, et t'as un gars de ton académie qui bosse sur la voiture et qui la connaît par cœur depuis 3 ans. Pour moi, c'est les deux choix logiques. Aller chercher Mick Schumacher parce que tu crois en son talent, je veux bien. Mais c'est pas logique, tu vois. Enfin, et surtout, j'ai peur que ce soit fait pour de mauvaises raisons, les mêmes que Red Bull, pas les mêmes, mais des raisons encore aussi fallacieuses qu'Aston Martin, et c'est pas des raisons sportives. Et quand l'élite du sport auto, en tout cas de monoplace, c'est 20 mecs, en avoir un quart qui sont pas là pour les bonnes raisons, ça me dérange. Alors après, je vais pas faire la vierge effarouchée. Mais même chez les grands champions, Vettel, Hamilton, Alonso, Schumacher, on peut tous les citer. Même chez les grands champions, l'argument marketing a à un moment donné été partie prenante dans le fait qu'ils arrivent en Formule 1. Eh ben, que Audi veuille vendre des A4 en Argentine, moi ça me va. Mais Mick Schumacher est un enfant Mercedes. Je suis pas sûr qu'économiquement ce soit quelque chose de. Non, mais tu viens de soulever un truc. Attends, Renault Alonso, c'était pour le marché sud-américain. Pour le marché sud-américain. Non, mais aujourd'hui, la situation économique en Argentine fait que je suis pas sûr. Non, mais elle est compliquée, mais par contre, non, mais attends. Par contre, Brice soulève un truc et je te lance tout de suite là-dessus. Vous avez vu les images à l'arrivée du Grand Prix des États-Unis à Austin. C'est le deuxième le plus. Vous avez vu le nombre d'Argentins qui étaient présents. Sao Paulo, ça va être une folie. Je vois des posts et des tweets partout. Depuis la titularisation de Colapinto, je vois que ça, des Argentins qui recherchent des billets pour Sao Paulo, pour Interlagos. J'ai 2 amis colombiens, ils me demandent mon avis sur Colapinto. Ils sont pas du tout du même pays. Ils me demandent mon avis sur Colapinto. Martina chez Winamax, elle nous parle de Colapinto. Elle est argentine, mais elle nous parle de Colapinto tout le temps, alors qu'elle n'a pas regardé un Grand Prix de Formule 1. Le boom Formule 1 qui revient devant. Aujourd'hui, la Formule 1 devient limite le deuxième sport après le football dans le traitement médiatique mais le support devient continental. Oui, non, mais je veux dire, même dans le traitement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des points Colapinto, il y a des points Formule 1, c'est des choses que je ne voyais pas avant. C'était demain à 9h50 Grand Prix de machin chouette et puis basta. Aujourd'hui, dans les journaux, dans les trucs, il y a le point Colapinto, on fait un point, il y a le spécialiste, parfois c'est 10 minutes, parfois c'est 25 minutes. Qu'est-ce qu'il regarde chez lui? TYC, gros. ESPN, TIC, pardon. Mais il vit à l'horaire de façon de... Non, mais c'est un point vraiment important qu'il faut aussi comprendre. Après, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de suffisamment important. Tu crois pas que la Formule 1 peut pas pousser si elle y voit un intérêt commercial? Qu'elle puisse pousser comme elle a poussé par le passé, comme elle a poussé à l'époque où Alonso était hors Formule 1, qu'on a tapé la porte chez Red Bull. On aimerait bien qu'Alonso revienne. Bien sûr. Et bon, après, in fine, la décision, c'est la Formule 1 n'a pas envie de pousser pour des raisons sportives un jour, je sais pas. Là, en l'occurrence, c'est sportif. Mais ça marche. Mais ce que je veux dire, c'est que juste, si la Formule 1 est capable de pousser pour garder un mec pas performant parce que justement, il est bon pour le marché, ça veut dire qu'elle a le pouvoir de le faire pour les bonnes raisons aussi. Mais pourquoi les bonnes raisons ne payent pas? Ça me déprime. Encore parce que je suis naïf. La vérité, c'est que si Colapinto avait la chance d'être titularisé en Formule 1, ça relancerait plein de choses, et notamment le débat sur le fait de faire un Grand Prix en Argentine, comme on l'a eu à la fin des années 90. Je pense sincèrement que si Colapinto a un avenir court moyen terme, je pense qu'on est plus proche d'un retour de l'Argentine, c'est un avis perso. Que la France, oui. Non, que l'Afrique. Ouais. Ah, quoi que ça, il paraît que ça bouge en ce moment. Oui, ça bouge, mais ça fait 3 ans que ça bouge. Enfin, ça fait 10 ans que ça bouge. L'Afrique du Sud, maintenant, on parle du Rwanda. Ouais. Je vois, pour l'instant, ça discute, mais... Il y avait le Maroc aussi, il y avait un projet au Maroc. Ouais, le Maroc qui a accueilli d'ailleurs dans les années 50. Voir qu'un jour, on va sauter Silverstone. On sera déjà mort, mon ami, et ce sera tant mieux. J'espère pas, on a balayé un petit peu toutes les possibilités, les gars. Votre choix personnel, je vous recoupe après qu'on ait balayé la liste, qui est un papyrus, un parchemin pour Mattia Binotto, la liste des pilotes qui l'intéressent. Vous restez sur Théo Pourchaire. Il y a la tentation du Colapinto. Bortoleto, on a dit on écarte. 2 situations qui sont différentes. Soit tu prends le pilote. Moi, là, encore une fois, naturellement, je prendrais Théo Pourchaire. Maintenant, si Binotto estime que Théo Pourchaire ne donne pas suffisamment de garanties sportives parce qu'il n'a pas eu la chance, tu vas sur Colapinto. Ok, d'accord. C'est le même choix pour moi. Ok, écoute, c'est très bien.
le choix de Valtteri Bottas, on a commencé à en parler, j'ai vu que vous l'avez écarté d'entrée de jeu. Valtteri Bottas s'est exprimé en conférence de presse justement, juste avant le Grand Prix de Austin et pas Hosting. Il dit Valtteri Bottas. C'est une vanne exprès parce qu'il était là. Non, c'est même pas une vanne, c'est un habillage fait à 4h30 du matin. Il dit, j'ai mentionné que j'espérais avant Austin que ce soit réglé. C'est le mec qui met une pression, alors c'est pas dans les plans. Mais j'attends toujours les décisions finales. Je pense que c'est plutôt à Mattia de répondre à cette question plutôt qu'à moi. Pour l'instant, j'ai reçu le message qu'il n'y a rien que je puisse faire pour le moment. Ce n'est pas entre mes mains. J'essaie d'être le plus performant possible ce week-end. Ah bon? Et j'espère que ça va booster les choses. Mais c'est là où nous en sommes. Tu vois, Binotto qui dit dans 3 semaines on aura la réponse. Je vois pas l'intérêt de se précipiter. Bien sûr. Oui, aujourd'hui, ils sont dans une position. Il y a quoi qui va changer entre maintenant et dans 3 semaines? Si tu attends la fin de saison, tu attends décembre, tu auras plus de certitude sur Colapinto. Ouais. Potentiellement, ça peut bloquer Théo par rapport à l'endurance, mais ça, j'imagine que Théo, la priorité, il l'a déjà dit, de toute façon, c'est la Formule 1. Donc, en fait, attendre décembre, ça peut t'offrir encore un peu plus de certitude sportive sur tel ou tel choix. Chez Peugeot, sache qu'il peut signer, Théo peut signer demain un contrat chez Peugeot, systématiquement ou presque. Il y a des clauses de sortie de Formule 1. Kevin Magnussen notamment, lorsqu'il revient chez As, il avait un engagement et il a fait péter la clause chez Peugeot. Ce qui est normal. Voilà, logique. Ok. Voilà les amis, c'est pas fini. On a une belle interview encore. Ce débat, en tout cas, vous nous donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas, on veut votre avis. J'imagine qu'il y aura beaucoup de Théo Pourchard dans le référencement. On va essayer de pousser Théo. Là, c'est mon côté cocorico pour le coup qui parle. Et les arguments de Brice et Hamza étaient, pour le coup, très très bons. On va passer, les gars, à l'entretien très rapidement. Vous vous rappelez d'il y a un petit peu plus d'1 an, on a rencontré un jeune pilote, Alessandro Giusti, qui avait, c'était avec Hamza. Il avait 14 ans, je crois, Alessandro, à l'époque. Il venait d'être titré en F4 France. Il arrivait pour sa première saison de FRECA, où il a été d'ailleurs élu meilleur rookie ou deuxième meilleur rookie. Sur une monoplace qui n'était pas facile. Complètement. Sur l'une des plus petites écuries. Et depuis, beaucoup de choses ont changé pour Alessandro. Il a signé donc dans la Williams Academy, celle de Colapinto. Il a donc pu récupérer une monoplace intéressante dans cette saison 2024, puisqu'il est désormais chez ART. Le futur semble radieux. Et justement, on a pu parler de tous ces sujets et notamment aborder une question assez compliquée, celle de la mort avec le décès de Vanthof du côté de Spa, dont il a été malheureusement un témoin privilégié. L'entretien, Alessandro Giusti et les pistonnés, c'est tout de suite. Alors il y a un truc, c'est que dans les avions, on est cinglés comme des cochons, là, tu vois, on est tout bien plaqué, donc on peut pas bouger. Il y a pas de question d'appui, de ce moyen. Là, tu prends les ou quoi là? Celui-là, non. Non, bon, ouais. Pas avec les. Mais c'est le mien ou non, c'est le mien celui-là. Ah, mais ils sont pas pris les mêmes là. Alessandro, on se retrouve 1 an après notre première rencontre. À l'époque, c'était dans le sud de la France, tu roulais dans une voiture de rallye. Aujourd'hui, on te retrouve au stage équipe de France FFSA et c'est un stage d'aviation. Tu peux nous parler un petit peu du stage? Est-ce que tu prends du plaisir? Est-ce qu'il y a des choses qui te font un peu flipper là? Pour le moment, tout se passe bien. On a fait du quart de location hier soir avec l'équipe de Voltige. Donc c'est très bien passé. C'était super cool, un bon moment avec eux. Et là, on passe un peu aux choses sérieuses avec les avions, donc des avions de Voltige qui vont entre 300 et 400 km/h. On va faire des figures avec, même prendre les commandes potentiellement. Donc ça va être un truc de fou. Et donc ça fait flipper clairement, hein. Faut se le dire. Même des gars comme vous qui avaient peur de rien, vous avez un peu les chocottes, des Isaac Adjar, des Victor, des Van, forcément, c'est pas le même risque, honnêtement, c'est pas le même risque. Je pense pas que la vitesse nous impressionne, mais c'est plus le fait que t'es en l'air, tu vas vite, tu fais des figures un peu partout, et voilà quoi. Alessandro, l'année dernière, la première fois qu'on s'est vu, c'était tu rentrais dans ta deuxième année de monoplace, tu as intégré la FRECA, c'était une découverte pour toi, t'étais rookie. Depuis, tu as eu des très bons résultats. On rappelle que tu étais dans une petite structure, mais que tu as fini deuxième meilleur rookie de cette saison. C'est quoi le bilan que tu tires de cette première saison, justement, FRECA? Un bilan très positif. On a bien progressé et je pense que c'est ce qui nous manquait, c'était surtout l'expérience. Sachant que j'avais pas fait de championnat l'hiver, on n'avait pas fait beaucoup de tests.
Donc c'est venu progressivement et au final on a fini sur une très bonne note avec 3 victoires, 4 ou 5 podiums, plus de 100 points sur une première année de Freca. C'était vraiment pas mal avec une équipe qui n'avait pas gagné depuis assez longtemps, donc c'était vraiment une saison très positive. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ton apprentissage de la Freca? Je dirais de comprendre la voiture surtout, parce que point de vue pilotage, ça allait, c'était plutôt assez rapide, mais c'était plus de comment la régler, comment m'adapter à plusieurs setups différents. Donc je pense à plutôt ça, et une fois j'avais un peu compris, ça a bien marché, donc ça a mis un peu de meeting, mais on a réussi à revenir. Tu as vécu une expérience assez douloureuse, on a eu l'occasion d'en parler avec ton papa, le meeting du côté de Spa avec malheureusement la disparition de Vanthof. Comment toi personnellement tu l'as vécu? Parce que j'imagine que ça a été une nouvelle expérience, on va dire, dans ton métier de pilote. C'était l'un des jours les plus difficiles de ma vie, clairement. À aucun moment je me suis imaginé vivre ce moment-là à ce jour. Je m'en souviens de tous les moments, là, quand je suis arrivé la journée, tous les moments où je l'ai vu, je m'en souviens comme si c'était hier. Et oui, c'était une journée super dure, forcément dur à s'en remettre. Pas forcément point de vue à revenir dans la voiture était dur, mais de savoir qu'il n'était plus là, ça fait quand même quelque chose, parce que c'était le premier un peu que j'ai vu mourir, on peut dire. Donc c'est sûr, c'était un peu dur, et voilà, ça arrivait en même temps que moi. Et puis la veille, je me battais avec lui, donc c'est sûr que ça fait un peu bizarre de le voir qu'il est parti malheureusement. À chaud, ça t'a fait penser. Est-ce que tu as pensé au fait d'arrêter? Est-ce qu'il y a un moment donné, une seconde, ça t'a traversé l'esprit? Non, parce que pour moi, la vie, on doit prendre des risques. C'est comme ça. Donc moi, je l'accepte qu'on peut mourir à tout moment, peu importe dans la vie de tous les jours. Donc autant faire ce qui nous plaît et on voit ce qui se passe. Après la magnifique saison que tu as fait en Freca, il y a eu une intersaison qui a été assez chargée pour toi. La signature au sein de l'académie, bien sûr, de Williams. Raconte-nous comment ça s'est passé et qu'est-ce qui t'a convaincu surtout de rejoindre cette académie? Alors ça s'est passé comment? C'est que grâce aux bons résultats de Castellet, Autriche et Monza, on a eu plusieurs contacts. Donc déjà on a eu premier contact avec Art Grand Prix. Et après Williams, juste après Monza, c'est venu normalement, on a discuté, je suis allé les rencontrer en Angleterre juste avant Zandvoort et ça s'est très bien passé. Et puis après, les tests avec Art Grand Prix sont bien passés, donc ils ont décidé de me signer pour cette année 2024. Donc voilà. Il y a un plan particulier avec Williams? Vous êtes fixé des objectifs à moyen long terme? C'est sûr que l'objectif à court terme déjà ce serait de faire un bon résultat en Freca, un minimum top 3. Après, objectif de catégorie ce sera la Formule 3 l'année prochaine. Et après à long terme bien sûr la Formule 1. Si je suis dans une écurie de F1, c'est qu'on a un objectif pour y aller. Donc voilà. Williams, c'est une équipe qui te fait rêver par rapport à son histoire, justement, qu'est-ce que ça évoque pour toi? C'est sûr que quand tu dis que tu rejoins une écurie comme ça, où tu as eu des centaines de victorieux avec Williams, des grands noms comme Senna, Prost, Mansell, t'en as tellement, la liste est tellement longue, c'est sûr que ça fait quelque chose. Donc ouais, c'était quand même un truc de fou. Après, j'ai jamais vraiment réalisé en fait, que je pense que c'est après que je dois te dire quand même, mais réaliser de rejoindre une équipe de Formule 1, je suis sûr il y a 6 ans, c'était un truc de fou quoi. Tu l'as dit, tu as intégré une grande structure dans cette deuxième saison de Freca, Art Grand Prix, structure française aussi. Qu'est-ce que ça change par rapport à la structure dans laquelle tu étais justement l'année dernière? Alors déjà, tout se passe super bien, il y a une super ambiance, tout le monde s'entend super bien entre coéquipiers, entre ingénieurs, entre mécanos. On parle tous français. Sauf mon coéquipier qui est ukrainien, mais bon, c'est le seul à peu près. Mais sinon, ça se passe super bien. Moi, j'habite à 15 minutes de l'usine, donc tout se passe bien. On fait beaucoup de simu, on travaille beaucoup. Donc voilà, après, ce que ça change, pas énormément, parce que quand même, pour gagner des courses en Freca, la voiture était quand même vraiment pas mal, ça c'est sûr. Donc voilà, après, les sensations étaient un peu les mêmes au niveau de la voiture, mais juste un peu plus de performance au global et une bien meilleure ambiance.
À côté de toi, je crois qu'il y a Evan aussi également avec qui tu fais équipe. Lui est rookie sur cette saison. C'est quoi vos relations? Depuis combien de temps vous vous connaissez et comment vous cohabitez ensemble? On s'est connus il y a longtemps, mais on ne s'est jamais vraiment forcément parlé. C'est l'année dernière qu'on a commencé les tests hivernaux ensemble, et puis voilà, ça s'est très bien passé. Pour le moment, il n'y a aucun problème. On se tire plutôt vers le haut que vers le bas, je dirais, donc c'est très bien pour le moment. Le titre en Freka, il est aujourd'hui obligatoire pour que tu passes le pas justement en F3, ou c'est plus l'impression que tu vas laisser sur cette saison qui compte pour la suite? Je pense que déjà, avec Card, donc on sait qu'ils ont fait pas la meilleure saison de leur histoire l'année dernière. Donc si on arrive déjà à revenir devant, d'être régulier devant, pourquoi pas mal de victoires, des podiums, et puis un podium général au championnat, je pense que déjà ça sera suffisant pour passer. Après c'est sûr que tout le monde chez Red veut le titre, donc c'est sûr que pour le moment on reste sur le titre, il n'y a aucun problème. Et après à voir comment ça se passe. C'est sûr que je suis plus sur la F1 maintenant, ça me tire plus quand on se rapproche du but forcément. En plus j'ai pu tester la F1 au simulateur il n'y a pas longtemps. On commence le programme un peu de F1, donc clairement là pour le moment je suis focus sur la F1 et après on verra comment ça se passe dans le futur, mais là c'est la F1, aucun souci. Et ma dernière question, le simulateur F1 justement, qu'est-ce que ça fait d'y rentrer? C'est quoi les sensations que tu as pris un petit peu? C'est sûr que t'as pas les sensations de vitesse que tu as dans la vraie vie, mais bon, ça va vite, ça c'est sûr, ça va très vite. Le step Freka F1 est quand même impressionnant. Après t'as quand même les mêmes bases de pilotage qui restent en F1. Et voilà, après on commence doucement pour que je m'habitue un peu, mais clairement l'objectif c'est pas d'être vite en F1 pour le moment, c'est de gagner la Freka, donc on verra par la suite. Voilà pour l'entretien avec Alessandro Giusti, c'est la promesse des pistonnés les amis, on vous parle forcément de l'élite du sport automobile et notamment de l'élite du sport automobile français, mais on essaye comme ça chaque année d'aller découvrir quelques petites pépites. On n'oublie pas qu'Isaac Hadjar, la première fois qu'il est passé dans un média, c'était dans les pistonnés. Théo Pourchère était venu très très tôt chez nous et avec Alessandro, on vous donnera comme ça des nouvelles. Il y a d'autres pilotes aussi également qui ont retenu notre attention dans cette saison de Freka. Evan Gilter qui viendra, on vous fera tout un panel avec justement ces jeunes talents. Evan Gilter, Théophile Naël, Enzo Peugeot, bref voilà, plein de vidéos qu'on continuera à partager avec vous parce que c'est intéressant de suivre aussi ces gamins et essayer de voir ceux qui vont réussir et pour ceux qui ne réussiront pas aussi, avoir un peu l'envers du décor et continuer de raconter ces histoires. Juste un petit point quand même sur le championnat de Freka qui va se terminer ce week-end, c'est pour ça qu'on vous parlait aussi de Alessandro. Le championnat est plié, c'est Raphaël Camara qui sera champion actuellement. Alessandro est à la 4e place. Voilà, donc on lui souhaite de faire le grand saut vers la FIA F3 à partir de la saison prochaine. Et on rappellera que depuis que cet entretien a été enregistré, notre ami Alessandro s'est quand même offert des victoires au Castellet et à Imola. Donc félicitations à lui. Toi et Hamza qui était présent justement au moment où on a tourné cette vidéo, moi j'ai eu l'impression, je sais pas si tu partages ce truc, mais qu'il avait pris en termes de maturité, cette année en tout cas qui sépare le premier entretien du deuxième entretien, j'ai l'impression qu'il y a 5 ans qui s'est passé. Et forcément, et je pense que si aujourd'hui on refait oui c'est 14, vrai, du coup il n'est pas 14 ans, ouais, c'est ça. Non mais forcément oui, à cet âge-là on grandit plus vite et je pense que si on fait un entretien en fin de saison, on aura forcément une impression aussi différente de ce qu'on avait pu avoir. C'était quand? C'était au mois d'avril, mai. Avril-mai, ouais, c'est ça, exactement, 2022. Voilà, là, t'as une belle saison de Freka, donc, et puis il est juste devant le fils Brando Badouer, ouais. Ancien grand pilote Ferrari. Hâte de voir une course à Spa. En tout cas, avec le soutien de la... excuse-moi. Non, mais vas-y, non. Non, j'ai dit qu'avec le soutien de la Williams Academy, on n'a pas d'infos, mais avec le soutien de Williams, on peut imaginer qu'il puisse se retrouver en F3 l'année prochaine. Ce serait la progression logique et naturelle pour un pilote qui a fait une saison plus que correcte, une bonne saison. Maintenant, ou en Formule 2, là, il est chez Hart, mais je crois que c'est un peu, c'est un peu compliqué pour la F3. Écoute, on verra. Hein. Moi, honnêtement, on est en phase d'attente, mais à cet âge-là, effectivement, le plus important, c'est la progression et l'apprentissage quand tu passes dans une nouvelle catégorie.
Exactement. La rapidité d'apprentissage. Et voilà. 3 Français qui ont gagné en Freca cette année. On attend donc la dernière manche qui arrivera. Je crois que c'est à Monza pour la manche finale. Théophile Nael, Gisèle Van Gilter et Alessandro Giusti. Et tous les autres, on vous les présentera justement. Il y a des profils intéressants. Et Van Gilter nous a bien plutôt fait marrer. Théophile Nael aussi, grand passionné de foot et de la Saint-Etienne. Bref, c'est des garçons qui sont assez étonnants. Et on a hâte, en tout cas, de vous les présenter et proposer. C'est les plus forts, évidemment. C'est les Verts. On verra dimanche 10 novembre. Lui, il a rendez-vous avec l'histoire. J'ai rendez-vous avec un derby, mon pote. C'est toujours bien sûr très important. On a gagné 4-0 hier soir, on est bien là. On aborde le derby flex. C'était dimanche soir. Entre-temps, t'as pu te changer. Et tu sais d'ailleurs que... Bah non, du coup. Et d'ailleurs, tu sais que... J'aimerais bien qu'on lui paye, parce que je sais que tu connais cette histoire, j'aimerais bien qu'on lui paye un volant chez Saint-Éloque. Tu sais, c'était curieux. Mais parce qu'on parlait de Freca. Tu sais que Saint-Éloque, j'ai appris ça. Ouais, ça c'est incroyable ça. Non, mais Saint-Éloque, c'est. Il faut savoir qu'il y a Julien Andlauer qui rule. Johnny aurait dit. Qui roule sur Saint-Éloque. Julien Andlauer, il est lyonnais. Ouais, bien sûr. Il est formé à Actua par le papa Stéphane Andlauer et par Christian Demigneux. Et Julien, il roule avec un énorme Saint-Éloque. Mais en soi, c'est le groupe, quoi. Mais complètement. Puis la voiture, ça te dirait pas une petite piche chez Saint-Éloque? Hein? Ouais, elle est verte. Hein. Tu sais, comme dans Taxi 1, où il a un volant, mais le sponsor, c'est Police Nationale. Qu'est-ce que tu veux? T'es en pôle. Un autre sponsor! On va négocier ça. Je prends tout ce que vous voulez. On va te mettre dans un paquet Saint-Éloque et on viendra faire des vidéos, des photos. Tu nous feras des reels, etc. Sachez qu'il y a une vidéo de moi qui existe en maillot de Saint-Etienne dans la boutique des Verts. What? Ouais. Et c'est maintenant qu'on apprend ça en 2024? Oh la honte. C'était pour le mariage de mon ex-beau-frère pour lui montrer que j'étais content pour lui. Il était stéphanois. D'accord. Des choses qu'on ne fait pas même pour la famille. On va la retrouver. Ouais, mais ça se voit que t'es trop fermé, tu vois. Beau-frère ou ex-beau-frère? Ex-beau-frère. Ok, bon. Ex-beau-frère il y a très longtemps. Perdu de vue, la nouvelle émission. Non, mais appelez-nous si vous avez cette Adrien, photo. Rendez-vous au derby. S'il peut nous donner la photo du coup. Si on peut récupérer non, mais je l'ai là-dedans. Ok, la prochaine émission, on débute avec. Ça pour la France entière. Merci les amis d'avoir été avec nous. Juste avant, un petit message de promotion. Je vous rappelle que les pistonnés continuent d'exister aussi parce que les pistonnés ont des commanditaires et notamment un, winamax.fr. Pariez toujours avec précaution, c'est très important, mais pour le reste, Thomas va tout vous expliquer. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Ça va les gars? Merde, j'avais pas vu que t'avais repris. Voilà ce qui se passe en antenne. Voilà pourquoi parfois on se marre. C'était la musique de la Coupe de la Ligue. De reprendre. Non, de la Coupe de France. La Coupe de France. L'ancienne, c'est la Coupe de France il y a quelques années. Ouais. Ouais, si jamais les pistonnés, les mecs. Si jamais les pistonnés, et comment il s'appelait là? Kader Boudaoud. Oui, Kader Boudaoud. Bon, ça c'était top. Le but de Florian Thauvin. Et tu sais le bord terrain là avec Daniel Leclerc. Ouais, Daniel Leclerc. Avec Kylian Moore. Edison. Ouais, Congratulaciones. Félicitaciones. Bref les amis, voilà, merci Thomas pour ce gentil message, beau message, et je vous rappelle aussi également que puisqu'on est sur un triple header, les pistonnés reviennent le lundi, le mercredi, et que le samedi et le dimanche, nous sommes sur Winamax, bien sûr, pour vous faire vivre l'avant-course et la course, donc soyez avec nous. Bonne journée, bonne semaine, prenez des forces les gars, on n'est même pas à la moitié de ce triple header, et après il y en aura encore un autre. Oui, ça va être régal. Voilà, génial. Ciao. C'est ça qu'on aime la Formule 1. Allez, bonne journée, salut.